Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de présenter donc cette session consacrée aux fluctuations de la natalité, une énigme. Je vais présenter les intervenants qui ont accepté de participer à cette session. Je vais commencer par vous, Adrien Couret. Vous êtes le directeur général de AEMA Group. Donc AEMA Group, on connaît surtout la Massif, Aesio Mutuel, Abeille. Merci de votre présence. Gala Diaz Langou, merci. Vous êtes argentine. Vous êtes la directrice exécutive du CIPEC. Alors le CIPEC, c'est une ONG basée à Buenos Aires qui est le centre pour la mise en œuvre des politiques publiques pour l'équité et la croissance. Merci. Et en plus, vous allez parler en français, donc merci beaucoup. Hervé Lebras, vous êtes démographe historien, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Merci de votre présence. Catherine Scornette, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie et démographie à l'université de Aix-Marseille, spécialiste des questions de reproduction, notamment en Asie. Et je finis par vous, Claudia Sonik. Merci. Vous êtes donc économiste, professeur à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris et membre du Cercle des économistes. Et je vous laisse la parole pour présenter les enjeux de la session. Merci beaucoup. Merci d'être à tous et à toutes d'être ici. J'ouvre cette session sur un sujet qui est joyeux, mais qui est en même temps inquiétant, parce que depuis quelques années, la fécondité baisse dans la plupart des pays du monde. 2/3 des pays du monde ont un taux de fécondité calculé, en tout cas, qui est en dessous du seuil de reproduction de la population, ce qui constitue un peu une sorte de changement anthropologique, en fait. Dans les modèles économiques et évolutionnistes, sociobiologiques, etc., on a l'habitude de représenter l'action humaine comme étant avant tout mue par la volonté de disséminer ses gènes et de les reproduire, donc la reproduction. Et aujourd'hui, on semble observer des populations et des individus qui ont un peu laissé cet objectif de côté. Moins d'enfants, voire pas d'enfants. Donc c'est un changement assez majeur, radical, bon, alors évidemment, on pourra dire que c'est une bonne nouvelle pour la planète, d'être moins nombreux pour exploiter ces ressources. Mais on pourra remarquer aussi que du point de vue de nos sociétés, ça pose quand même des grands enjeux de repenser notre système de relations intergénérationnelles et notamment notre système de retraite où les inactifs, le revenu des inactifs est financé par le travail des actifs. Donc de grands enjeux. Qu'est-ce qui crée ce changement? Alors c'est ça, enfin, je présente les thèmes de la session. Donc, quels sont les facteurs de ce changement? Alors, peut-être justement une éco-anxiété face au réchauffement climatique et ses évolutions au niveau agrégé. Peut-être aussi l'incertitude géopolitique, etc. Après, au niveau individuel, certainement aussi une nouvelle manière de considérer sa vie, la volonté de s'occuper de son propre destin, peut-être, et d'être un peu moins altruiste. Et aussi des raisons plus négatives telles que l'inquiétude vis-à-vis du revenu, vis-à-vis du logement surtout. Et un sujet sur lequel je reviendrai si j'ai le temps, qui est le fait que les enfants, la charge des enfants, etc., pèse encore majoritairement sur les femmes. Les femmes veulent aussi travailler, c'est elles qui prennent plutôt la décision. Donc l'équilibre des tâches entre les conjoints, entre les parents, est peut-être aussi un sujet important dans cette nouvelle transition démographique, cette deuxième transition démographique. Et pour finir, on abordera les questions de savoir si la politique publique y peut quelque chose. Est-ce qu'on a des leviers? Est-ce que les incitations fiscales ont le moindre effet? Est-ce que c'est plutôt les modes de garde? Est-ce que c'est plutôt justement les congés parentaux plus équilibrés? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Ou est-ce que finalement, une fois que cette transition, cette révolution culturelle est enclenchée, elle est quasiment irréversible? Voilà les sujets, je crois, que nos membres de cette session vont aborder. Merci. Donc effectivement, on va commencer par vous, Catherine Scornette, peut-être pour nous expliquer aussi les causes profondes de cette baisse de la natalité, de la fécondité, en particulier en France. Oui, alors finalement, les questions de natalité et de reproduction sont une préoccupation depuis longtemps en France, peut-être en particulier en France.
que ce soit de la part du monde politique, médical ou des responsables économiques, puisque la France a connu une évolution très lente de sa population depuis le XVIIIe siècle, depuis qu'elle est entrée en transition démographique. Nous étions 25 millions d'habitants en 1750, nous sommes 68 millions aujourd'hui, ce qui est une particularité française, donc d'un pays qui a vieilli extrêmement tôt et où la fécondité a été parmi, sinon la première au monde à diminuer. Alors, c'est vrai qu'en 2024, ce qu'on appelle l'indice synthétique de fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme est bas, il est de 1,62 enfants en moyenne aujourd'hui. Mais dans notre histoire, il y a eu des périodes de crise où cet indicateur de fécondité était bas. Alors, les périodes de guerre, par exemple, en 1919, on avait un indice de fécondité d'1,6. En 1993, il était de 1,66. Donc, en fait, le temps long nous permet en fait de mieux comprendre la complexité des explications des comportements reproducteurs. Alors, comme le temps m'est compté, et il n'est pas long, justement, je vais me concentrer sur un des aspects d'explication de la baisse de la fécondité, à savoir ce qu'on appelle la centration sur l'individu, et notamment le fait que les comportements familiaux en France depuis les années 1970, les grands changements en matière de famille, que ce soit l'augmentation des unions libres, la diminution des naissances, l'augmentation des familles recomposées à la suite de divorces notamment, tous ces grands changements familiaux qui affectent les familles depuis les années 1970 sont liés finalement, trouvent leur fondement au XVIIIe siècle avec la promotion de l'individu et la possibilité qui est désormais offerte aux individus de mener la vie qu'il entend et de ne pas suivre ou de moins suivre les injonctions des figures d'autorité, quelles que soient ces figures d'autorité, que ce soit le père, le mari, la belle famille, Dieu ou le roi. Et désormais, finalement, l'individu est libre de mener la vie qu'il entend. Et la question du choix, finalement, devient fondamentale, et la question du désir également devient fondamentale et ne va faire que se renforcer, en particulier à partir des années 1970. Alors, sur cette question de centration de l'individu, autour de l'individu, c'est que finalement, ces changements sont liés à une maîtrise croissante du destin individuel et familial. Alors, c'est vrai que la régulation des naissances permise par les légalisations de la contraception en 1967 par la loi Neuwirth et de l'avortement par la loi Veil en 1975 vont jouer sur cette maîtrise croissante des comportements reproducteurs, et la question du choix, finalement, on ne va plus se dire j'aurai le nombre d'enfants que Dieu voudra bien me donner ou que mes beaux-parents souhaiteraient que j'ai, par exemple, mais j'aurai le nombre d'enfants que je voudrais avoir. Alors, le processus de centration sur l'individu, a eu aussi pour conséquence que finalement toutes sortes de préférences deviennent légitimes. Et notamment, chacun a le choix de vivre en couple, de ne pas vivre en couple, d'être marié, de ne pas être marié, d'être un couple cohabitant ou d'être un couple non cohabitant, d'avoir des enfants, d'en avoir peu, voire de ne pas en avoir. Alors même si en France, la dernière enquête Fécond qui a été menée par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, en 2010, montre qu'il reste en France une forte pression à avoir des enfants. C'est seulement 4% des Français, d'après cette enquête, qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Donc ça reste une
il reste une forte injonction à avoir des enfants en France. Alors, excusez-moi, Catherine Scornet, je vais vous demander d'arriver à la conclusion de votre explication. Je sais, je suis désolé, j'ai le mauvais rôle, mais je me dois de... Oui, bon alors du coup, je vais sauter beaucoup d'éléments. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, pour conclure, c'est que l'individu aujourd'hui est moins attaché à un ordre de statut, par exemple le soi statutaire qui est lié à son statut d'être mère, d'être père, d'être mari ou d'être épouse, et ce soi statutaire tend à s'éclipser par rapport au soi, être soi, avoir un temps pour soi, un espace pour soi au sein de la famille, au-delà des injonctions parentales. Alors comme vous le disiez, la dimension altruiste à s'occuper de ses enfants, bien sûr, n'a pas disparu, mais finalement, l'épanouissement individuel, il est possible aujourd'hui d'exprimer un choix de vie épanouissant sans avoir d'enfants ou en ayant peu d'enfants. Merci. Alors, Claudia Sonic, vous parliez tout à l'heure de la question des inégalités de genre, et où effectivement, c'est encore prégnant. On voit bien que la répartition des tâches à la maison entre l'homme et la femme est toujours inégalitaire. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, deux choses. Il y a un article récent de Claudia Goldin, qui est prix Nobel d'économie, et qui montre que dans les pays qui se sont développés très rapidement au cours des 10-20 dernières années dans le monde, dans ces pays-là, les femmes se sont mises à travailler et ont commencé à nourrir des aspirations professionnelles et donc des aspirations à pouvoir concilier une carrière et le fait d'avoir des enfants. Mais dans ces pays où ça a été très très vite, parfois les hommes n'ont pas suivi. Et donc en fait, ils n'ont pas vraiment compris qu'il fallait mieux partager les tâches domestiques, comme on dit, donc de la maison et le soin aux enfants. Et dans ces pays-là, on voit la fertilité chuter beaucoup plus que dans les autres pays. Donc la morale de cette observation empirique, c'est que ce sont quand même les femmes qui font les enfants, donc qui ont un peu le pouvoir de déclenchement, mettons. Et donc il faut quand même qu'elles soient assez optimistes sur la manière dont ça va se passer une fois que l'enfant sera apparu, et sur la manière dont le partage des tâches, l'organisation au sein du foyer avec le père va se dérouler. Et donc il y a dans l'ouvrage que j'ai publié qui s'appelle Enfanter, natalité, fécondité, politique publique, il y a un chapitre très intéressant d'un sociologue qui s'appelle Romain Delesse qui classe les pays en fonction du degré d'optimisme ou pessimisme parental. Il appelle ça pessimisme parental. Donc il y a les pays traditionnels où les femmes ni ne travaillent donc ne travaillent pas, donc le partage des tâches est très traditionnel. L'homme à l'extérieur, la femme au foyer. Il y a les pays très avancés, très modernes, comme les pays du Nord, où les tâches sont très partagées et les femmes travaillent. Donc, à la fois, il y a une égalité sur le marché du travail et il y a beaucoup plus d'équilibre à l'intérieur du foyer. Et puis, il y a les pays qui sont un peu au milieu du gué, comme la France, où les femmes travaillent, certes, mais ce n'est pas encore ça au niveau du partage des tâches. Et donc, dans ces pays-là, les femmes sont assez pessimistes. On les voit dans une enquête internationale sur la manière dont ça va se passer quand elles auront un enfant. On ne peut plus rien faire, on n'a plus de liberté, ça nous empêche de travailler, etc. Et ça, c'est lié à la fertilité. Donc, en fait, une avenue, enfin une perspective si on veut vraiment faire ce réarmement démographique dont parlait notre président, c'est d'agir dans ce domaine. Alors évidemment, c'est un domaine privé, on ne va pas dicter aux gens la manière de s'organiser à la maison, hein. Mais par contre, du point de vue des politiques publiques, on peut songer à faire des congés parentaux plus longs et mieux partagés entre les deux conjoints, comme ça se fait en Suède, au Danemark, etc. Remplacer peut-être certaines allocations parentales qui incitent les femmes à sortir du marché du travail par ce congé parentalité, mieux partagé, et même peut-être obligatoirement partagé. En Suède, le congé est long à condition que le père en prenne une partie. Je pense que si on croit à ce facteur, c'est un levier potentiel. Merci Claudia Sonic. Hervé Lebras, je me tourne vers vous. Vous vouliez aussi aborder un sujet qui était important, c'était l'investissement des parents dans l'éducation des enfants, où, peut-être pour résumer un peu, on choisit la qualité plutôt que la quantité. On préfère se concentrer sur peu d'enfants et qu'ils aient la meilleure vie possible. Oui, merci pour notre invitation. Je vais faire 3 points très rapidement. D'abord, la baisse, c'est comme l'a rappelé Claudia Sonic, la baisse est générale dans le monde et en Europe, mais elle est particulière en Europe où il y a concentration de la fécondité
autour d'un niveau qui est actuellement de 1,45 enfants par femme. Plus la fécondité était haute dans un pays de l'Union européenne, plus elle baisse, plus elle était basse, moins elle reste, ou elle baisse très peu. La convergence est très nette, l'écart type des taux de fécondité étaient de 0,3 en 2000, il est de 0,8 en 2023. Au fond, c'est une réussite de l'Europe. La famille européenne existe, mais elle existe à 1,45. La corrélation d'ailleurs entre la baisse sur les 10 dernières années et le niveau de fécondité en 2012 est de 0,64, ce qui est élevé. Le second point, c'est... je vais reprendre un tout petit peu ce que nous a dit Claudia Senik aussi. C'est cette question des comportements au niveau des inégalités de genre. Dans les années 80, la fécondité, le niveau de diplôme des femmes était nettement inférieur au niveau de diplôme des hommes. Et en France, le slogan « Concilier vie familiale et vie professionnelle » signifiait en fait la double journée pour les femmes. C'était accepté du fait de cette différence de diplôme. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les femmes sont plus diplômées, les jeunes générations féminines sont nettement plus diplômées que les hommes. D'ailleurs, c'est pour compenser les écarts qu'elles ont cherché à avoir plus de diplômes. Dans les bacs plus 5, maintenant, vous avez 55% de femmes, 45% d'hommes dans les générations de moins de 30 ans. Et la double journée n'est plus acceptable, d'autant que les hommes ont fait assez peu de progrès en matière de tâches ménagères ou d'aide à l'éducation des enfants, comme on le voit dans les enquêtes de l'INSEE. Le troisième point, j'intitulerais la capillarité sociale. Et il est lié, cette fois-là, à un autre phénomène qui est le ralentissement de la mobilité sociale. Dès lors, dans ce cas-là, les ménages consacrent plus de ressources à la mobilité sociale qu'à la reproduction. Ça peut être de deux manières, ça peut être soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants. Pour eux-mêmes, c'est très ancien et très classique, ça s'appelait justement la capillarité sociale, c'est un terme employé par un démographe et sociologue du début du siècle, Arsène Dumont, dans le livre « Dépopulation et civilisation ». C'était les classes moyennes qui faisaient le moins d'enfants, ça reste encore le cas actuellement, et l'argument était parce qu'elles mettaient toutes leurs ressources dans l'ascension sociale. C'est aussi le thème du livre du dernier grand livre d'Émile Zola, Fécondité, que je vous conseille de lire à ce sujet. Et puis, la seconde possibilité, c'est la promotion des enfants, et c'est ce qui joue de plus en plus actuellement, ce que les Chinois appellent le petit empereur. Là, la question de faire en sorte que l'enfant réussisse le mieux possible ultérieurement exige de gros investissements de la part des parents, et on retrouve justement le thème classique chez les économistes depuis les travaux, depuis le Treatise on the Family de Gary Becker, qui est quantité et qualité. Donc la qualité est opposée à la quantité d'enfants, et c'est un thème que Gary Becker a montré, qui s'applique dans le monde entier et qui s'explique en termes économiques. Or, du fait de cette mobilisation plus forte des ressources à cause de la baisse et du ralentissement de la mobilité sociale, les ménages ont tendance à faire moins d'enfants. Le cas extrême, d'ailleurs, c'est au fond cet argument de quantité contre qualité a été appelé par Gary Becker le théorème de Rotten Kid théorème, c'est-à-dire c'est l'enfant qui bénéficie de tous, et donc l'utilité de l'enfant, il est particulièrement égoïste d'une certaine façon, il n'a aucun altruisme, au contraire, de ses parents. Merci. Merci beaucoup. Gala, profitons-en aussi, on a beaucoup parlé de la France. Profitons de votre présence peut-être pour faire un point aussi sur l'Argentine, plus généralement l'Amérique latine, et je crois aussi que vous vouliez aborder le concept de désaffiliation sociale, comment l'érosion du lien social aussi nuit à la fécondité et à la natalité. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Bon, la démographie n'est pas neutre. Elle est devenue le miroir de nos fractures sociales et un levier possible aussi pour les surmonter.
Apporter la voix de l'Amérique latine et dans ce débat, c'est inviter à regarder les phénomènes depuis une région qui est marquée par l'inégalité et par une grave crise de la désaffiliation, particulièrement en Argentine, les pays où j'habite. La désaffiliation affecte les liens entre individus et institutions, soit politiques, publiques, privées, sociales. Elle est visible dans la méfiance envers les gouvernements. 50% de la population mondiale leur fait confiance, contre 28% en Amérique latine et 17% en Argentine. Elle se manifeste aussi dans la baisse de l'affiliation religieuse, l'essor des quartiers fermés, la perte des espaces publics, la diminution de l'engagement syndical et la hausse de l'absentisme scolaire. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur ce que Robert Castel est considéré comme le dernier bastion de l'affiliation face à l'exclusion, que sont les familles. Au cours des 40 dernières années, les configurations familiales ont changé. En Argentine, les foyers unipersonnels ont doublé et représentent 25% du total. Les foyers les plus pauvres restent plus étendus et avec plus d'enfants. On y trouve davantage de familles monoparentales ou élargies. Ces changements et ce déficit de convergence socio-économique s'accompagnent d'un cataclysme au niveau individuel. La solitude progresse. Entre 25 et 30% des Latino-Américains se sentent seuls et la confiance interpersonnelle a fortement chuté. Le vieillissement démographique s'inscrit dans ce contexte de désaffiliation. En Argentine, on observe une forte baisse de la natalité, un report de la parentalité et une hausse de l'espérance de vie. Deux facteurs principaux expliquent cette baisse. D'une part, les politiques publiques, heureusement, ont permis une réduction soutenue des grossesses non intentionnelles. L'accès aux contraceptifs, en particulier de longue durée, ainsi que l'information sur la santé sexuelle et reproductive s'est fortement accrue. D'autre part, les transformations socioculturelles modifient les préférences, on l'a entendu juste maintenant. La décision d'avoir ou non des enfants est de plus en plus influencée par la remise en question au cours de la dernière décennie de la maternité et de la paternité comme des voies fondamentales d'épanouissement personnel. L'allongement de l'espérance de vie contribue également à différer cette décision. L'incertitude économique, la pandémie et les changements climatiques aussi influencent ces choix. La familialisation et la féminisation des soins en Amérique latine freinent la décision de devenir mère. Les familles et surtout les femmes assurent encore l'essentiel des soins, souvent au détriment de leur éducation et de leur carrière. Dans certains pays, elles consacrent jusqu'à 7 fois plus de temps que les hommes au travail non rémunéré. Quand les liens sociaux se fragilisent, quand les institutions ne protègent plus, fonder une famille devient un risque, pas un projet. Et si la famille est le dernier bastion de affiliation, sa fragilisation marque l'urgence de reconstruire des liens solides, avant que l'effondrement démographique ne reflète un effondrement social. Alors, ce défi est au cœur de la polycrise que traverse actuellement le monde. Le vieillissement démographique n'est pas seulement le symptôme de profondes transformations socioculturelles, il les alimente aussi, notamment les processus de désaffiliation. La manière dont nous y répondons déterminera notre capacité à construire un avenir prospère et digne, une vie que nous puissions et que nous voulions vivre. Ce que nous faisons maintenant définira non seulement notre avenir démographique, mais notre avenir politique, économique et humain. Transformer cette transition en opportunité exige courage politique, investissement structurel et surtout un contrat social renouvelé. Voilà notre tâche collective. Merci. Merci Gala Diaz-Langou. Dernier sujet qu'on n'a pas abordé, Adrien Courret, pour parler des causes, cette baisse de la natalité, c'est la question de la confiance en l'avenir. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de l'éco-anxiété, voilà, comment est-ce qu'on va faire face aux risques à venir, aux risques climatiques notamment. Est-ce que vous pouvez développer ?
Oui, d'abord, bonjour à tous. Et je vais quand même démarrer ce bref propos, j'ai compris. Pourquoi un chef d'entreprise s'intéresserait-il à la question de la natalité qui, bien souvent, dépassera même l'horizon de long terme de son mandat ou de son prochain plan stratégique? Je pense qu'aujourd'hui, la question de comment la natalité et les évolutions démographiques, qui sont un peu comme des évolutions géologiques, va affecter différents secteurs d'activité et peu documentés. Et pour ce qui me concerne, le secteur de l'assurance, en réalité, c'est clé. Parce que fait l'assureur? Il répartit des risques, alors entre des géographies, ça vous le voyez aujourd'hui avec le changement climatique, mais aussi entre des populations, entre des générations, sur la santé, sur la dépendance, sur l'épargne, même sur les mobilités. La mauvaise conduite des jeunes, par l'assurance, elle est financée par les générations d'après aujourd'hui. Et donc cette question de la natalité, pour nous, elle est très importante en prospective. Et je dirais au-delà des aspects un petit peu café du commerce qu'on peut avoir sur le sujet, c'est essayer de la comprendre et de l'objectiver. Donc c'est un travail qu'on fait, notamment en écoutant et en étudiant beaucoup les travaux des collègues qui sont sur la table ronde. Déjà en comprenant, et ça a été évoqué, est-ce qu'il y a un désir de faire des enfants en France? Alors que ce soit par une injonction ou par un désir profond et authentique. Quand on regarde pas mal d'études, la réponse c'est quand même plutôt oui. Pas mal d'études montrent qu'entre 70 et 75% des femmes qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont en âge de procréer, déclarent en avoir envie. Et donc il y a quand même une contradiction entre cette baisse du taux de la fécondité et ce désir qui est quand même là. Et là, quand on creuse, on touche effectivement à deux causes qui touchent à la question de la confiance en l'avenir. Parce qu'évidemment, moins d'enfants, on sent qu'il y a un peu quelque part un signal avancé d'une moindre confiance en l'avenir. Il y a des causes qui relèvent plutôt des éléments matériels et il y a des causes qui, me semble-t-il, relèvent plutôt d'éléments mentaux, psychologiques ou qui sont liés à une projection dans une aventure commune. Et donc très concrètement, si on prend quelques résultats de sondage, quand on questionne les intéressés et ES, les grandes causes qui ressortent, qui ont été évoquées, c'est la question du coût de la vie. Et finalement, tout ce qui a été évoqué parfois sur d'autres sujets dans l'actualité, le coût du logement, le coût de l'alimentation, le coût de la garde d'enfants, ça a des impacts sur plein de choses, mais ça a d'abord des impacts sur la capacité à se projeter. Et 72% des femmes qui sont en âge d'avoir des enfants disent que c'est pour elles un sujet majeur et que c'est une cause, alors soit pour ne pas avoir d'enfants, soit pour reporter l'arrivée de l'enfant, parce qu'il y a aussi un élément important sur ce baisse de taux de fécondité, c'est que les enfants arrivent en moyenne plus tard. Et quel sera le vrai taux de fécondité d'une génération? On ne le saura que dans quelques années. Deuxième cause, et j'arrive à votre sujet, en tout cas ça rappelle ce qu'ont dit nos intervenantes juste avant, 70% des femmes déclarent porter toujours l'essentiel de la charge parentale. Et 58% des femmes expriment que leur carrière sera pénalisée. Là, on touche du doigt un sujet qui est le rapport entre les genres et le monde du travail. Il y a également un point qu'on voit beaucoup émerger comme assureur, par beaucoup de sollicitations sur le domaine de la santé, qui est un sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, qui est un sujet qui est à la fois médical et lié aux déterminants environnementaux, c'est la question de l'infertilité, qui est un sujet qui est peu également documenté comme mouvement d'ensemble, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Cette thématique, elle devient de plus en plus importante, de plus en plus de filières de recherche qui se développent. Regardez la façon dont l'endométriose, par exemple, est devenue une pathologie de plus en plus regardée, et les tabous sont en train de tomber. Mais cette question de l'infertilité, néanmoins, reste tabou, et c'est un élément psychologique important. Donc il y a quand même des conditions matérielles, économiques, ou liées à la connaissance du corps humain et de la façon dont il évolue, qui aujourd'hui ne sont pas levées. Et puis il y a les éléments d'angoisse par rapport à l'avenir. Et pour pas seulement parler de l'éco-anxiété, il y a un phénomène qui est beaucoup plus vaste. Tous les ans, notre groupe, le groupe AEMA, fait un observatoire de la protection. On interroge une grande cohorte de Français sur leur rapport à la protection, ce qui est un peu aussi le rapport à l'avenir, d'une certaine façon. Et il y a quand même un phénomène très marquant depuis la fin du Covid. Entre 2021 et aujourd'hui, si on regarde les mesures, la proportion de Français en général qui déclarent se sentir pas bien protégés, elle a doublé. Elle est passée de 17 à 34%. Et parmi les causes qui expliquent ça très principalement, alors tout augmente en termes de préoccupation, mais effectivement la question de l'éco-anxiété, elle est fondamentale.
Et quand on tire le fil, 2 éléments qui sont clés. Il y a évidemment l'inquiétude de pouvoir habiter ou pas demain sur la planète et donc de créer un petit homme ou une petite femme qui y habitera. Mais le climat aussi condense cette impossibilité qu'on a aujourd'hui dans notre société à travailler, à avancer ensemble. Donc ça renvoie à la polarisation, à la fragmentation et donc à la confiance qu'on peut avoir à un moment dans un monde qui soit habitable, pas seulement physiquement, mais aussi socialement. Et pour ça, il suffit d'allumer la télé, j'en finirai là-dessus. C'est vrai que quand on allume la télévision depuis quelques mois et qu'on parle plus de retraite que de naissance, qu'en ce moment on parle plus de climatisation que de climat, et que en général le débat autour de nous est plus construit de fragmentation que d'approche collective, et en fait qui sont propres à rassurer les personnes, il est certain qu'on a aussi là une cause des difficultés autour de la natalité. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il est difficile de parler de la natalité sans évoquer les politiques de natalité. Hervé Lebras, je vous donne la parole. On voit que tous les pays, France, mais tous les autres pays, mettent en place des politiques, mais on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément efficaces. Oui, il y a beaucoup de travaux, notamment économiques, qui montrent qu'il y a peu d'effets des politiques de natalité, sinon aucun. Il y a un très bon livre récent de Julien Damon sur ce sujet. On m'a demandé de parler de deux pays, et j'ajouterai la France. La Russie. La Russie, Poutine est obsédé par la natalité. Dès 2007, il a introduit des dispositions pour la natalité très importantes. Une prime, par exemple, de $10 000 aux jeunes couples pour avoir un enfant. Et, cette prime est un prêt, en fait, qui peut être non remboursable. La fécondité était de 1,6. Elle est montée en 2012 à 1,84. Il trouvait que ce n'était pas assez, donc il a rajouté, notamment Medvedev, a attribué des lopins de terre aux familles qui pouvaient avoir un troisième enfant. Depuis 2012, cependant, malgré tout cet arsenal, la fécondité russe est tombée. Dernier chiffre, c'est 1,49. Il semble qu'elle continue encore à baisser. Second pays, la Hongrie. Orban est un fanatique de la natalité et pourtant toutes les mesures qu'il a prises, alors assez analogues à celles de la Russie, mais aussi un essai de maintenir les femmes au foyer, et puis plus récemment une dispense d'impôts toute leur vie aux ménages qui auront eu au moins 4 enfants. Tout ça a l'air quand même assez tentant et coûte très cher. Le résultat ne se voit absolument pas quand on compare l'évolution des indices de fécondité des pays voisins, Slovaquie, Tchéquie, Bulgarie. Ils évoluent exactement de la même manière et au même niveau que la Hongrie. Et même l'année dernière, la Hongrie a connu une chute retentissante. Elle est maintenant à 1,38 enfants par femme. Voilà pour ces deux pays. Pour la France, je vais juste m'arrêter sur des critiques qui ont été faites en disant c'est le fait que Hollande a mis sous condition de revenus certaines allocations familiales. On a accusé cette mesure d'avoir nui à la fécondité. Or, l'INSEE a fait une très bonne étude en calculant par quintile de revenus année par année de 2014 à 2019 le taux de fécondité. Et le résultat est le suivant. Le taux de fécondité pour les 3 premiers quintiles, donc les plus faibles revenus, a baissé de 0,12, pas pour cent, il est passé, on part de 1,8, il baisse de 0,12. Et pour les 2 derniers quintiles qui étaient concernés, il a baissé de 0,125. Donc la baisse est de 0,015 du taux de fécondité. Comme ça représente 2/5 de la population, 0,015, ça fait 0,06 d'un indice de fécondité. Autrement dit, l'indice de fécondité qui est 1,850 en 2019 aurait été 1,856 s'il n'y avait pas eu la mesure de Hollande. Vous verrez quand même là que la mesure n'a pas beaucoup nui à la fécondité. Encore, les hypothèses que je fais et que fait l'INSEE sont généreuses. Alors, on peut comparer cette baisse liée aux allocations familiales, donc cette baisse de 0,006, à la baisse de l'année dernière de la fécondité française, qui a été de 0,12, soit 20 fois plus importante. Et on ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs. La même baisse s'est produite en Allemagne, mais un an plus tôt. On ne comprend pas non plus. Donc,
on s'interroge sur l'avenir. On le voit déjà, on peut suivre mois par mois la natalité, la comparer à la natalité de l'année précédente. Pour 2025, jusqu'en avril, la baisse est encore de 3%. Donc l'indice de fécondité en France l'année prochaine sera sans doute de 1,57, sauf circonstances extraordinaires, mais il en arrive toujours. Merci. Catherine Scornette, toujours dans la thématique des politiques publiques. Alors, il est vrai qu'il y a une région du monde où c'est un sujet éminemment important. On parle de l'Asie, notamment de la Chine. On voit que même là-bas, les mesures qui sont mises en œuvre n'ont pas beaucoup d'incidence. Oui, alors je vais traiter de la fécondité en Asie. Alors l'Asie, c'est un pays extrêmement vaste, donc je vais quand même me limiter à l'Asie de l'Est et du Sud-Est, puisque l'Asie de l'Est connaît aujourd'hui les niveaux de fécondité les plus bas au monde. Alors par exemple, à Hong Kong, Macao, Taïwan, la Corée du Sud, la fécondité est à 0,7 enfants par femme, dont des niveaux extrêmement bas. Alors ce qui caractérise cette région du monde, mais pas que, c'est que la fécondité a baissé de manière extrêmement rapide depuis les années 1970. Imaginez par exemple qu'une femme chinoise en 1970 avait 6 enfants, elle n'en a plus que 1,2 aujourd'hui. Donc en une génération, on a des changements extrêmement rapides des comportements féconds, ce qui a créé un vieillissement accéléré de la population et ce qui a conduit aussi à des changements drastiques de politique démographique en Chine. Vous le savez que depuis 2016, la Chine a non pas abandonné la politique de l'enfant unique, ça elle l'avait fait bien avant, mais elle a fait la promotion d'une politique à 3 enfants. Le Vietnam, qui est aussi un grand pays du monde, puisque le Vietnam a dépassé les 100 millions d'habitants, qui avait aussi une politique drastique de limitation des naissances dans les années 1990, a décidé le 5 juin de cette année d'abolir sa politique de limitation des naissances. Donc ces pays qui ont eu des politiques limitatives drastiques, aujourd'hui reviennent sur ces politiques. Alors, sur ces fécondités extrêmement basses que l'on a à Hong Kong, la cause principale de ces fécondités, alors la cause, on va dire je vais venir plus tard sur les causes sociales, mais la raison, c'est la montée de l'infécondité définitive. L'infécondité définitive, c'est-à-dire le fait que des femmes n'ont jamais eu d'enfants tout au long de leur vie féconde. Et Hong Kong bat les records en la matière, puisque chez une femme qui est née en 1972, donc une femme qui a terminé sa vie féconde, qui a atteint... qui a dépassé ses 50 ans aujourd'hui, 35% de ces femmes hongkongaises n'ont pas eu d'enfants. C'est un niveau extrêmement élevé. Au Japon, le Japon arrive en seconde position. 28% des femmes de cette même génération n'ont pas eu d'enfants. Et à Singapour, c'est 26%. Donc ces 3 pays arrivent en tête de l'infécondité définitive. Et alors ces 3 pays sont suivis ensuite par l'Allemagne, et puis par l'Italie. La France est nettement au-delà, puisque ce ne sont que 13% des femmes de cette même génération qui n'ont pas eu d'enfants. Alors, à quoi est liée cette infécondité définitive ? Elle est liée clairement à l'augmentation du célibat. Alors, célibat définitif, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que dans ces pays, mariage et naissance sont étroitement liés. C'est-à-dire qu'il y a à peine 2 à 3% des naissances qui ont lieu hors mariage. Ce sont des pays, finalement, où il n'y a pas eu d'évolution
des structures familiales comme on peut le constater en France, hein, puisque, par exemple, en France ou dans des pays d'Europe du Nord hein, qui ont évolué différemment avec une montée de l'union libre, hein, par exemple, depuis les années 1970. En France, aujourd'hui, c'est 65% des naissances qui ont lieu hors mariage. Donc finalement, dans des pays d'Asie du Sud-Est, il reste en fait ce carcan social où il n'est pas possible d'avoir des enfants si on n'est pas marié. Donc finalement, les femmes sont confrontées, soit elles se marient, elles ont des enfants, soit elles ne se marient pas et elles n'auront pas d'enfants. Donc, vous voyez, une femme française ne va jamais se poser la question: est-ce que je vais travailler ou est-ce que je vais avoir des enfants? Or, ces femmes d'Asie, finalement, se trouvent à devoir se poser cette question: vais-je travailler ou vais-je avoir des enfants? Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative que l'on peut observer sur des changements de comportement familiaux au regard de cette concentration des naissances au sein du mariage. Alors bien sûr, pourquoi est-ce qu'on observe ces fécondités aussi basses? Alors Hervé Lebras ou Adrien Couret ou ma collègue l'ont dit, hein, c'est que dans ces pays d'Asie de l'Est où il y a une très forte valorisation sociale par le diplôme, alors qu'on peut imputer, sont des pays confucéens, hein, où la valeur sociale d'un individu peut dépendre énormément de son diplôme, hein, c'est très valorisant d'être diplômé dans ces pays de l'Est. Le coût de l'éducation est exorbitant. Mais dans des systèmes très privés, hein, sans prise en charge de l'éducation par ces États. Et en plus, les parents sont poussés pour la réussite de leurs enfants à rentrer dans des universités très sélectives, à payer des cours privés dont les coûts sont aussi extrêmement élevés. Donc le coût de l'éducation peut être un facteur important, le coût des logements dans ces villes-États que sont Singapour, Hong Kong, et je vais arrêter là puisque j'ai dépassé mon temps de parole. Alors juste pour finir, hein, il y a aussi cette idée d'une construction sociale très genrée, hein, donc des comportements au sein de la famille. Je vous remercie. Alors, je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu, mais on va quand même essayer de finir sur une note d'espoir ce débat, et on va essayer d'aborder les solutions quand même qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'inverser la tendance. Adrien Couret, peut-être qu'on peut aborder d'abord le sujet de la France. Avec vous, Gala, on évoquera l'international avec l'Amérique latine, mais qu'est-ce que déjà en France, nous, on pourrait mettre en place pour essayer de doper la natalité ? Alors les solutions, elles sont quand même très liées aux causes et à ce qu'on a pu développer, même si j'ai bien entendu le théorème de Lebras selon lequel il n'y a pas d'effet Hollande. Néanmoins, quand on interroge les personnes concernées, il y a en disant qu'est-ce qui serait en capacité de favoriser un projet de natalité, j'irai en toute autonomie. Je pense qu'il y a une vraie question dans ce... À quelle question on répond? Est-ce que la politique de natalité est là juste pour augmenter le chiffre de fécondité? Mais ça partirait du principe que les femmes d'aujourd'hui sont les mêmes que les femmes d'il y a 30 ans, notamment en termes d'aspiration et d'autonomie. C'est plutôt comment on accompagne les projets familiaux et les projets des femmes à pouvoir être mères en toute autonomie. Là, il y a différents champs d'action qui interviennent. Et le premier, pour celui que je connais le mieux, il y a quand même le champ de l'entreprise, qui est quand même un élément important de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, et qui est un terrain d'affrontement de l'égalité homme-femme, hein, très, très important. Et là, on a quand même beaucoup d'initiatives que l'on observe en France, mais dans d'autres pays européens, sur des déterminants qui sont maintenant extrêmement documentés. La question du congé parental, donc de la mère évidemment, mais aussi du père. On a l'exemple aujourd'hui de pays qui rendent obligatoire, je dis bien obligatoire, c'est le cas notamment en Suède, ce congé pour le père. On a de plus en plus d'entreprises qui le pratiquent en France. Hein. Nous sommes passés dans cette pratique au-delà des limites qui ont été fixées par la loi il y a peu. Une politique active de réduction des écarts de salaire.
et notamment de garantir aux femmes que, de retour de congé de maternité, elles ne subiront pas implicitement ou tacitement une forme de décote liée à leur maternité. Évidemment, c'est écrit nulle part dans la politique des entreprises, mais quand on regarde les choses en pratique, quand on regarde les chroniques salariales, ces ruptures-là, elles existent fortement. Donc le terrain de l'entreprise, je dirais, on voit des initiatives se prendre. Il faudra qu'à un moment, ça passe par une logique de loi légale extrêmement importante. Et ça ne règle pas, ou ça n'apporte pas qu'une réponse qu'à la question de la natalité, loin s'en faut. Sur la question des politiques publiques, toujours dans ces études, quand vous interrogez les familles ou les femmes qui souhaitent... qui n'ont pas encore d'enfants et qui souhaitent en avoir, quelles sont les mesures plébiscitées? Ce sont des mesures économiques. La question, je dirais, de l'avantage fiscal de l'impôt sur le revenu revient extrêmement régulièrement. La question de l'aide pour le logement, la question de la défiscalisation des intérêts de crédit pour les familles qui s'installent en fait dans un nouveau logement suite à l'élargissement de la famille, la question des services de garde, de la petite enfance et donc de la revalorisation de ces métiers. Tous des éléments qui coûtent, et j'aurai un bref développement là-dessus à la fin, mais on voit finalement qu'on est sur des éléments extrêmement concrets de l'organisation de la vie. Je reviens sur le sujet médical. En termes de politique publique, le rôle de la politique publique, c'est pas seulement de financer, c'est aussi de rendre visible et de mettre des sujets à l'ordre du jour. Je reviens sur le sujet de l'infertilité, qui va avec la question de la meilleure exploration de la santé des femmes. Les études de genre qui creusent de plus en plus ce sujet, et notamment de créer de plus en plus de réseaux de soins et de filières transverses qui creusent et qui accompagnent les femmes et les familles, parce que l'infertilité, évidemment, ne concerne pas que les femmes, sur ces éléments-là. Ce sujet-là, je mettrai dedans aussi le sujet de la PMA, qui parfois a été pris dans de mauvais débats politiques, avec des points de vue parfois assez conservateurs, alors que c'est probablement aussi une réponse, un accompagnement à beaucoup de situations qui peuvent exister demain. Après, ça pose la question du qui paye et qui finance. Alors comme il ne reste que 30 secondes, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Non. On peut essayer de répondre comme on le fait aujourd'hui dans une approche où on essaie de bouger les curseurs pour l'année suivante, mais je pense que ce n'est pas l'enjeu de la question. Une façon d'essayer d'y répondre ou d'amorcer une piste, c'est de se dire à qui profite le crime de la natalité, finalement, ou quelles sont les parties de la société ou de l'économie qui vont en bénéficier le plus. Pour moi, à l'évidence, il y a deux zones de l'économie et de la société qui vont profiter. Le monde des entreprises, parce que la crise démographique, elle arrive dans les recrutements et l'IA ne répondra pas à tout sur ces sujets-là. Et ce sont nos seniors, ce sont nos retraités également. Sur la question des entreprises, moi je suis frappé quand même de voir maintenant depuis plusieurs années se multiplier les études. Il y en a une actuellement sur le fait qu'on ne sache pas très bien à quoi servent les aides aux entreprises. Alors je parle d'un secteur économique, l'assurance, qui est très contributeur au budget de l'État et qui reçoit très peu d'aides. Ça n'est pas un message personnel. Et sur la question des seniors, où on a tout de suite le réflexe électoraliste de dire « oulala, il ne faut pas toucher parce que ce sont les gens qui votent », je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des égoïstes en fait. Et à trop les prendre pour des égoïstes, on finit par plaquer des stéréotypes sur le sujet. Je pense que si on explique à nos seniors à quoi peut servir une contribution complémentaire et le budget, la situation des finances publiques nécessitera un effort de tout le monde de toute façon, je pense qu'un projet qui accompagne l'avenir du pays, les enfants et les petits-enfants, bon, c'est ma petite note d'espoir, je pense qu'il y a un consensus politique qui pourrait être trouvé là-dessus. Gala Diaz-Longlou. Alors, l'Amérique latine est dans un contexte un tout petit peu différent. L'Amérique latine profite encore du dividende de la natalité. Ce qui va être intéressant aussi de discuter avec vous, c'est comment profiter encore de ce dividende-là et peut-être comment éviter les erreurs qui ont pu être commises en Europe et quelles pourraient être peut-être les solutions, les politiques publiques qui pourraient reporter au maximum et comment en tirer profit pour la population. Parfait. Oui, effectivement, en Amérique latine, nous bénéficions encore du dividende démographique et avec une proportion élevée de la population en âge de travailler et peu de personnes dépendantes. Mais cette fenêtre d'opportunité ne durera pas éternellement. Et l'Argentine, en particulier, connaît une transition démographique accélérée et avec une baisse de la natalité très marquée. Depuis 2014, il a chuté de 43% pour atteindre 1,36 enfants par femme en 2023.
Cette chute nous place non seulement au-dessous du seuil de remplacement démographique, mais aussi même à un niveau pareil que la Chine et bien en dessous de la moyenne de l'Europe, de la France, des États-Unis. Et cette baisse a été particulièrement significative chez les femmes ayant un faible niveau d'instruction et chez les adolescents où les grossesses non intentionnelles dominent. Et c'est un grand progrès sans aucun doute. Alors, la fenêtre est encore ouverte, mais elle se referme rapidement. Et que devons-nous faire pour réellement tirer parti et quelles sont les solutions, non? Et il faut nous élaborer une stratégie en 3 volets, ou plutôt 3 promesses à tenir. Rendre la parentalité possible, valoriser le travail productif et préparer la solidarité intergénérationnelle. Premièrement, une promesse aux familles. Leur garantie que fonder une famille ne signifie pas sacrifier l'avenir. Garantie que ceux, et spécialement celles qui souhaitent avoir des enfants, puissent le faire. Cela implique de réduire la charge que représente la paternalité, en particulier pour les femmes. Il est essentiel d'investir dans les politiques de soins qui assurent aux femmes l'accès au temps, congés de maternité, de paternité familiaux, aux services, crèches, jardins d'enfants, des écoles, centres de soins, autres activités, etc. et à l'argent, emploi et transfert aux familles avec des enfants. Deuxièmement, une promesse aux travailleurs, leur garantit une place digne dans le monde du travail. Il faut s'assurer que les personnes en âge de travailler participent effectivement au marché du travail. Cela exige non seulement la création d'emplois, mais aussi une offre de main-d'œuvre suffisante. Pour les premiers objectifs, il est essentiel d'avoir une stratégie de développement productif axée sur la création d'emplois. Dans les économies latino-américaines, où les secteurs primaires et extractifs dominent, il faut penser des chaînes de valeur qui favorisent la création d'emplois. Pour élargir l'offre, il est impératif de continuer à réduire les inégalités de genre en matière de participation au marché du travail. Beaucoup de femmes se retirent du monde du travail en raison de leur responsabilité de soins. Développer des systèmes de soins permettrait à ces femmes de disposer du temps nécessaire pour participer à l'économie. Troisièmement, une promesse aux générations futures. Investir aujourd'hui pour soutenir demain. La productivité est la clé. Il est crucial que les personnes actives soient plus productives afin de pouvoir soutenir une population vieillissante. Cela suppose de déployer des investissements dans le capital humain, l'infrastructure et la technologie, ainsi que de mener des réformes structurelles, notamment pour garantir un système de retraite équitable et soutenable. Pour conclure, le vieillissement démographique met à l'épreuve les fondements du contrat social. Si nous échouons à adapter nos politiques, nous risquons non seulement une stagnation économique, mais aussi un approfondissement des inégalités et un affaiblissement de la cohésion sociale. On doit comprendre que pour prospérer individuellement comme collectivement, les tissus sociaux et institutionnels sont essentiels. Merci beaucoup. Merci Gala Diaz-Longo, merci à toutes et à tous. Et je ne suis pas peu fier, il nous reste 2 minutes. Donc, s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Monsieur, je crois qu'il y a un micro qui va arriver derrière vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Maxime Lanlas, délégation générale du Québec à Paris. Avant les années 60, au Québec, il y avait souvent des familles de plus de 10 enfants par femme. Le taux moyen de fécondité, c'était 4. Et immédiatement après la Révolution tranquille, au moment où les Québécois ont rejeté le poids de l'institution ecclésiastique, en une décennie, c'est passé à moins de 2 et aujourd'hui, c'est 1,3. Donc c'est lié à une évolution des pratiques religieuses et du poids de la religion. Je voulais savoir si, dans les différents pays où on a vu cette taux de fécondité baisser, est-ce qu'il y a souvent un élément de pratique religieuse où chaque pays a ses raisons d'avoir une baisse de fécondité?
Juste un mot. C'est effectivement une cause, c'est très difficile à prouver, mais en France, on peut montrer que seulement pour la période récente, pour la baisse qui a eu lieu depuis une dizaine d'années, lente puis rapide, ce sont les départements les plus religieux où la baisse a été la plus forte. Donc il y a un petit effet, mais c'est vraiment un effet modeste. Alors, une dernière question, rapide. Bonjour, je gère un think tank. Moi, vous avancez plein de raisons spécifiques, mais elles ne sont pas convaincantes parce que la baisse est généralisée à l'ensemble du monde. Donc, toute raison spécifique me semble de facto exclue. Donc, c'est une question pour vous, professeur Lebras. Est-ce qu'on ne sait pas, finalement ? On connaît des pays par pays. Vous l'avez vu, par exemple, ma voisine, à propos de l'Asie du Sud-Est, a bien montré qu'il y a des raisons spécifiques liées à la question de mariage. Il y a des raisons spécifiques dans les pays d'Europe occidentale, dont j'ai plutôt parlé, qui sont, vous l'avez vu, liées à des questions de genre. Il y a des raisons spécifiques en Afrique où ça commence, qui sont aussi bien connues. Vous avez raison de dire, il y a des raisons différentes selon les... Je ne dirais pas selon les pays, selon les groupes de pays. C'est ça qui est frappant, c'est qu'on voit apparaître des ensembles très larges de pays. Mettons par exemple tout le Sahel et l'Asie équatoriale. L'Afrique équatoriale subit le même mouvement. Toute l'Asie du Sud-Est, la Chine en bloc et l'Europe, comme vous l'avez vu, en bloc. Pour ajouter juste un point, en fait, la chose c'est que le contrôle des naissances, la décision est maintenant possible. Donc, effectivement, il y a différentes causes, mais le phénomène est général parce que tout simplement, maintenant, les gens décident. Et il y a des facteurs de montée de l'individualisme, plus ou moins selon les pays et les continents. Et les obstacles à pouvoir vivre la vie qu'on entend mener, et qui, quand ils rentrent en contradiction avec le projet d'enfant, finalement, il y a moins d'enfants. Donc, je crois que la réponse générale, parce que vous avez raison, c'est que maintenant, les gens peuvent décider. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est le facteur qui rend les choses possibles. Et ensuite, quand la société n'évolue pas assez vite par rapport aux aspirations, notamment des femmes, du coup, ça ne se fait pas. Moi, je regardais les données. Vous avez parlé de 2010, mais il y a une enquête du CREDOC depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Le nombre d'enfants désirés. On était à 2,8 en 1980. On est tombé à parfois moins de 2 ou juste 2. Et surtout pour les jeunes. Donc, voilà. Alors, je vous remercie à toutes et à tous. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Merci d'y avoir assisté. Merci d'avoir participé.